Bonjour et bienvenue dans les Rendez-vous de la formation, une émission de téléformation et savoir proposée par l'AFPA. Vous êtes des professionnels de la formation ou plus largement vous vous intéressez à ces questions, notre émission Les Rendez-vous de la formation propose de vous éclairer sur de nombreux sujets. Les Rendez-vous de la formation, ce sont effectivement des émissions sur la pédagogie, l'orientation, la VAE, validation des acquis de l'expérience, la FOAD, formation ouverte et à distance, les technologies de formation comme la réalité virtuelle, la formation des personnes handicapées et bien d'autres questions. Vous pouvez retrouver nos émissions en ligne à tout moment sur le site de Téléformation et Savoir, le www.tfs.afpa.fr. Bonjour, bienvenue dans les rendez-vous de la formation. Notre sujet, l'évolution des métiers de l'industrie. On finit par ne plus savoir ce que recouvre un terme devenu synonyme d'activité économique au sens large, alors que le dictionnaire nous précise « ensemble des activités économiques qui produisent des biens matériels par la transformation et la mise en œuvre de matières premières ». Quel est le champ actuel de l'industrie, sur le plan quantitatif et qualitatif? Quels sont les axes et les besoins de formation? Quel avenir concret pour les emplois et la formation dans un secteur de plein pied dans la mondialisation en cours? Pour traiter ce sujet, je vais demander à mes invités de se présenter. Georges Fontaine, Bonjour. Je suis un créateur d'entreprise, une entreprise que je dirige située à Morancy-en-Beaujolais, et nous fabriquons des joints d'étanchéité et des soupapes de sécurité. Bonjour, donc Frédéric Touboul, conseiller à la Fédération de la métallurgie CFTC. Bien. Sylvain Augère, je suis animateur des réseaux de formation à l'UMM, l'Union des industries et métiers de la métallurgie. Bonjour, Chantal Sartorio, je suis directrice du département industrie de l'AFPA et l'AFPA c'est l'association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Merci à tous d'être là. Nous allons commencer par visionner un clip qui a été réalisé dans le cadre d'une manifestation justement qui s'appelle « Qu'est-ce que tu fabriques ?» pour promouvoir notamment les activités et les métiers de l'industrie.
Bien, alors après cette vision un peu esthétique du métal et de la fusion, nous allons écouter Dominique Decalan, qui est délégué général de l'UIMM, nous parler de l'industrie. Aujourd'hui, l'industrie, dans son ensemble, c'est plutôt, comme définition, la mise à la disposition, toujours de produits manufacturés, mais pour vous livrer les voitures en juste à temps, il faut avoir mis à côté de cela un système de logistique, un système d'information pour permettre au client final, finalement, de choisir sa voiture avec sa couleur, ses sièges, son tableau de bord. Donc ces technologies de l'information et de la communication sont complètement intégrées à notre métier de production, d'autant plus que nos métiers n'étant pas liés au territoire, il est évident que cet impératif de logistique, cet impératif de formation permet par moment de regrouper des éléments qui viennent du monde entier. Dans un avion, l'actualité le montre aujourd'hui, on sait qu'il est construit dans 4 pays. Donc on voit que toute cette société de la connaissance, toutes ces données-là. Si bien qu'on est complètement aujourd'hui impliqué dedans. Chantal Sartorio, on parle à propos d'industrie, on parle de logistique, on parle de services, d'une activité qui est distincte ou qui se libère des territoires. Vous pouvez nous compléter ce tableau ? Alors, bon, de notre point de vue, c'est vrai que d'abord, je pense qu'il y a une vraie constante de l'industrie française, c'est sa diversité. C'est-à-dire que on a vu là dans ce clip effectivement la dominante métallurgique de notre industrie qui est encore assez marquante, mais on peut aussi vraiment considérer qu'aujourd'hui ce qui fait encore le poids de ce secteur économique dans notre pays est quand même très très lié à la diversité du secteur industriel français. Donc il y a la métallurgie évidemment, il y a la chimie, il y a la plasturgie, il y a les équipements de toutes sortes. Et puis il y a aussi un secteur qui est peut-être un petit peu moins connu du public, qui est celui des industries agroalimentaires. Donc au total, ce secteur industriel en France pèse aujourd'hui à peu près 3 500 000 emplois, hors de l'emploi intérimaire. Et c'est important de parler de l'emploi intérimaire, parce que l'emploi intérimaire, il est à 46% orienté vers le secteur industriel. Oui, alors qu'il y a une petite subtilité statistique qui fait que l'intérim est dans les services, même si 46% de l'intérim, c'est de l'industrie. Donc, en fait, il y a une distorsion des chiffres. Donc, les économistes et les statisticiens, quand ils rectifient un peu les comptes de l'emploi industriel chez nous, ils parlent d'un secteur qui pèse un petit peu plus de 4 millions d'emplois aujourd'hui. Alors, c'est important de donner ce chiffre parce que on peut le comparer à celui de la construction. C'est 1 300 000 emplois, la construction. Alors évidemment, c'est beaucoup plus que la construction, mais bon, c'est aussi beaucoup moins que le secteur du commerce et des services qui, lui, pèse à peu près 11 millions d'emplois. Et je crois que c'est ça qu'il faudrait vraiment que les gens retiennent. Oui. C'est plus de 140 000 embauches chaque année. Et je crois que c'est, au fond, s'il y avait qu'un chiffre à retenir, c'est celui-là qu'il faudrait retenir, parce que c'est beaucoup plus, par exemple, que le secteur de la construction, qui embauche à peu près 130 000 personnes tous les ans en ce moment, puisqu'il a eu une période qui était difficile et ils repartent. Et l'industrie aujourd'hui, c'est ça, je crois, dont il faut parler. C'est un secteur qui, certes, a perdu des emplois dans les 20 dernières années, mais c'est un secteur qui continue d'embaucher et qui continue notamment d'embaucher beaucoup de monde et beaucoup de personnel qualifié. Et ça, c'est important. Je crois que c'est important aussi, c'est un secteur où l'emploi est durable à partir du moment où on est qualifié. Très bien. Alors, on reprendra cette question sur les qualifications, puisqu'en gros, toute notre émission
tente d'essayer de comprendre qu'est-ce que l'industrie et à partir de ça, quelles sont les évolutions en termes de compétences, de qualifications et quels conseils on pourrait notamment donner en matière et de compréhension de l'évolution des besoins de formation. Alors, Frédéric Touboul, vous vous retrouvez dans ces deux descriptions. Vous représentez un petit peu là sur le plateau les partenaires sociaux et le représentant syndical. Tout à fait. Alors pour rejoindre un peu ce que disait Madame justement, je crois que dans le premier clip, on a une vision, je dirais, un peu traditionnelle de l'industrie, de la métallurgie en particulier. Aujourd'hui, dans la métallurgie, ça représente en fait plus d'une centaine de métiers différents. Oui. Pour le seul secteur de la métallurgie, c'est 210 qualifications et ça correspond à 20 domaines d'activité. Donc aujourd'hui, on n'est plus uniquement dans la métallurgie, le travail n'est plus exclusivement dans la forge ou dans l'ajustage, etc. Il y a aussi la conception, il y a aussi de la gestion administrative. Monsieur De Caland parlait justement de la logistique, etc. Oui. Je dirais qu'il y a plein de sortes d'activités possibles dans la métallurgie, dans l'industrie en général. Et c'est sans doute un peu ce dont souffre le secteur, c'est d'une vision un peu traditionnelle, trop traditionnelle de l'industrie de la métallurgie, quand on sait que justement le développement qu'a permis les nouvelles technologies dans ce secteur-là, on se rend bien compte qu'il y a aussi besoin d'hommes et de femmes derrière. Sur quelques chiffres aussi, c'est un secteur où en fait on a 30% de femmes. Alors il faudrait peut-être voir aussi, en fonction des différents métiers, quel est le pourcentage de la participation des femmes. Mais je crois qu'effectivement, ce qui est important de souligner, comme le soulignait Madame, c'est le niveau d'emploi, même si effectivement en 2005 encore c'était à peu près 60 000 emplois supprimés, c'est quand même un secteur qui embauche encore massivement. Très bien. Georges Fontaine, vous représentez les patrons, les entrepreneurs, je crois que vous êtes même le fondateur de votre entreprise. Vous vous retrouvez dans cette description, dans cette image de l'industrie et dans sa diversité? Oui, tout à fait. Je reviendrai simplement sur le clip. C'est vrai qu'il donnait une impression, il était superbe, que nous n'avons que des personnes déjà un petit peu âgées. Fort heureusement, nous embaucherons beaucoup de jeunes. J'ai vu sur votre site notamment que la moyenne d'âge des salariés de votre entreprise c'était 34 ou 35 ans. Tout à fait. Ouais. Donc c'est aussi une porte ouverte aux jeunes. L'industrie est tout à fait ouverte aux jeunes et aux femmes. J'insisterai même qu'on peut rajouter aux handicapés. Il y a un gros travail de fait par les PME, sûrement également par les grandes entreprises, pour permettre d'insérer les handicapés. Donc c'est aussi une possibilité. Ce que l'on voit dans ce clip, c'est de la grosse métallurgie. Oui. Mais il existe aussi beaucoup, comme a dit Madame, d'autres métiers qui n'apparaissent pas, bien entendu, le clip est court. Et moi, j'insisterai simplement sur une chose, c'est que la plupart de ces métiers sont encore ouverts à des créateurs d'entreprises. C'est-à-dire que l'industrie peut permettre à des gens de créer leur société. Il y a des marges de manœuvre. Il ne faut pas le perdre de vue parce que c'est là où sont les niches pour trouver des emplois. Très bien. Sylvain Augère, je voulais juste reprendre sur la place des femmes. C'est le petit bout de la lorgnette peut-être dans le débat, mais néanmoins, je crois que vous avez une action très volontariste avec notamment une action qui jouait sur industriel, ELE. Qu'est-ce que vous avez fait pour promouvoir la place des femmes dans le paysage industriel ? Nous avons fait deux constats peut-être assez simples. Le premier, effectivement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'industrie. On peut se poser la question du pourquoi. C'est des raisons culturelles et historiques, mais qui aujourd'hui n'ont plus lieu d'être. Le principal frein a été, à une certaine époque, la pénibilité ou l'apparente pénibilité du travail. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a totalement disparu. Par ailleurs, quand on regarde l'élévation des besoins en qualification de la métallurgie, on a de plus en plus besoin de populations de techniciens supérieurs, je devrais plutôt dire en l'occurrence des techniciennes supérieures et ingénieurs.
Et qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'aujourd'hui en France, 55% des jeunes qui ont un bac S sont des filles. On en trouve 10% après en formation initiale supérieure qui se dirigent vers l'industrie. Donc il y a un gros déficit. Donc on a lancé une très grosse opération qui s'appelle Industriel. On a réuni 10 000 femmes jeunes et moins jeunes à Bercy pour leur parler de l'industrie. D'accord. Et essayer de faire bouger les représentations. Parce qu'on a besoin de toutes les intelligences et notamment on a besoin d'avoir beaucoup plus de femmes dans l'industrie. Très bien, merci. Regardons maintenant un reportage qui a été réalisé sur l'évolution du métier d'un tourneur-fraiseur. Bonjour Stan, décidément je vous gâte, le modeste. Je veux tout savoir sur le métier de tourneur-fraiseur. Je compte une fois de plus sur votre abnégation, prudence et assurance. Je suis impatient de tout savoir, c'est lui que vous savez. En partant, je fais attention à ne pas oublier mes outils de travail. J'allais découvrir comment sont fabriquées des pièces qui, parfois dissimulées, font partie intégrante de notre quotidien. Des pièces de moteur, des raccords de plomberie ou encore l'axe des robots de cuisine. Je me suis tout de suite rendu dans une petite usine familiale qui avait une longue tradition et semblait avoir été conservée telle qu'elle était à l'origine. Voilà, moi j'ai commencé en quelque sorte sur cette machine-là. Ensuite, je suis parti sur cette machine-là. Et maintenant, je travaille sur celle-ci et sur le centre d'usinage à côté. Une machine comme ça, on est vraiment dedans. On a la machine, on travaille avec... C'est nous qui fabriquons la pièce. Donc, ici, pas de travail à la chaîne, pas de travail répétitif. À mon avis, c'est l'intérêt de tout ce qui est dans l'artisanat un peu. Ce monde existera à jamais car il y aura toujours besoin des pièces uniques et de tourneurs-fraiseurs pour les fabriquer. J'allais franchir une étape, l'usine de taille moyenne où j'étais attendu, respecter la tradition tout en utilisant les nouvelles technologies. Vous avez ici un tour traditionnel. Cette machine a peut-être 30 ans et comme elle est bien entretenue, on arrive encore à faire des pièces de précision dessus. Et là, vous avez une machine de la même marque, fabrication d'ailleurs locale. La même marque qui est à commande numérique. Et donc l'évolution se fait sur de nombreuses années. On gagne en fiabilité, on gagne en précision, on gagne en vitesse. Je ressors parce que la machine elle a bugué. Et c'est mieux qu'avant. Au départ de mon enquête, j'avais rencontré des tourneurs-fraiseurs. Je la terminais par des opérateurs régleurs, tourneurs ou fraiseurs, qui travaillaient sur des machines sophistiquées, dotées des dernières trouvailles technologiques. Au début de mon enquête, des artisans. Et à la fin, des presse-boutons? Non, pas du tout, non. Pas du tout. Je peux vous montrer, hein, bien sûr. Bon, par exemple, là, on a un système pour les efforts de coupe. Ce qui gère les efforts de coupe. C'est pour éviter les grosses casses avec les alarmes. Donc on a diverses courbes. Bon là, pour l'instant, là, travail en perçage. J'avais l'impression qu'il fallait s'accrocher pour maîtriser tous les éléments du métier. Sur les commandes numériques, on prend des bacs pro. Donc un bon bac pro, c'est se débrouiller après une bonne période de formation. Et en plus, s'il est motivé, donc il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, le problème, c'est l'homme. C'est pas tellement son niveau. Parce que s'il a envie d'apprendre, il apprendra. Le bac pro, c'est un passage obligatoire. Et ensuite, il apprend toute sa vie de professionnel. Une fois de plus, la réalité m'avait offert des cadeaux auxquels je ne m'attendais pas. Il était temps de rentrer. Mais avant, je voulus faire une pause. J'étais à Amiens et je me suis rappelé que Proust adorait la cathédrale de cette ville. Dans le cœur sculpté en bois au début du XVIe siècle, étaient représentés tous les métiers de l'époque en France. Le ferronnier, l'ancêtre des tourneurs-fraiseurs, s'y trouvait. Il était là, au travail, le visage de l'effort, témoin de la France éternelle. Frédéric Touboul, là on vient de voir un reportage qui ancre les métiers, je dirais, dans la tradition, tout en montrant qu'il y a des évolutions. Comment peut-on décrire l'évolution des qualifications et des compétences dans le secteur de l'industrie ? Je crois que ce qui a été un peu dit tout à l'heure, d'une part, la technologie a modifié profondément, d'une part, la pénibilité des emplois. Ça a demandé donc effectivement
plus de connaissances et il y a eu des efforts en formation qui ont été faits en formation professionnelle continue justement pour que même les métiers plutôt classiques s'adaptent aux besoins, à la technologie, parce que c'est aussi la production et la productivité. Encore une fois, on est sur un secteur très particulier où il y a la production, certes, mais il y a toute la conception, tous les travaux en amont et en aval également, puisque ça peut être, on peut avoir aussi du commercial dans l'industrie et je pense que mon voisin pourra nous le dire que ce n'est pas tout de produire, il faut aussi pouvoir vendre. Et je crois que les dernières statistiques... On peut même dire qu'il faut vendre pour produire. Ça serait pas mal, effectivement. Monsieur Fontaine, de votre point de vue, comment vous qualifiez l'évolution? Vous avez du recul sur la question et vous êtes au charbon, si je comprends. C'est gentil de dire que j'ai du recul sur C'est vrai. Alors moi, ce que je crois, c'est qu'en effet, il y a une vingtaine d'années, on a fait une erreur en disant aux jeunes, les métiers vont changer. Oui. Ce qui pouvait parfois être un peu décourageant. Et on se rend compte que les métiers n'ont pas changé, les métiers évoluent. Et ils évoluent pas très vite. Donc vous vous retrouvez dans le reportage qu'on a fait. Exactement, dans ce cas-là. Et ce monsieur a très bien évolué de sa commande avec des verniers, comme on disait, à maintenant des commandes numériques. Donc je crois que le message important, c'est surtout de dire, apprenez un métier. Car les métiers sont là et ils resteront. Et dans l'industrie, nous avons toujours les mêmes métiers avec des variantes. Mais c'est ce qui nous oblige à bouger un peu. Très bien. Alors, si je me retourne vers, je dirais, les offreurs de formation, on va parler de la formation dans le sujet d'après, mais de votre point de vue, c'est quoi l'évolution de ces métiers? On a dit de la technologie, de la logistique en amont, mais en termes de niveau de compétences, qu'est-ce qui caractérise cette évolution? Bon, incontestablement, les secteurs de l'industrie qui résistent dans les pays d'Europe, c'est les secteurs où on voit que l'aspect, interface homme-machine est présent, quoi. Hein. C'est-à-dire toute la partie manufacturière, on voit bien que compte tenu des coûts de main-d'œuvre et de production, elle a été et elle continue et semble-t-il, elle risque encore de continuer un peu malheureusement de souffrir. Et je dis malheureusement par rapport aux salariés qui sont dans ces secteurs, mais on voit aussi que ces personnes, puisque nous on travaille pas mal sur les adultes, ont des capacités de reconversion importantes dans les nouveaux métiers de l'industrie qui nécessitent justement cela. Donc élévation effectivement des aspects technologiques, donc ça veut dire que il faut renforcer les connaissances qui permettent d'aborder des aspects plus abstraits. Hein. Autrefois, le cadre du métier, c'était un cadre gestuel, c'était un cadre pratique, c'est-à-dire qu'on pouvait être une personne qualifiée à un poste de travail à partir du moment où on maîtrisait le geste, les contraintes de l'environnement, des méthodes, des procédés de mise en œuvre, etc. Aujourd'hui, effectivement, ça requiert une capacité d'abstraction. Hein, ne serait-ce que l'interface commande numérique qu'on a vue, ça requiert de comprendre des systèmes à 3 axes, hein, donc ce qu'on apprend dans les connaissances qui sont des connaissances qui sont des connaissances en mathématiques, en logique. Donc ça, c'est évident qu'il y a de ce point de vue-là une appréhension des connaissances. Mais Monsieur Fontaine a raison, les bases du métier, elles restent. Et il faut en passer par là. Et puis je crois que la deuxième chose qui est importante, c'est que il y a des éléments du comportement professionnel aujourd'hui qui sont déterminants. On voit de plus en plus que les entreprises qui réussissent sont des entreprises où il y a de la traçabilité dans l'organisation de la production, où on garantit la qualité, où on garantit des délais. Donc ça veut dire que, y compris pour un opérateur professionnel de base, hein, même s'il fait une pièce unique, il doit non seulement assurer effectivement la qualité, le procédé, le geste, mais il doit aussi maîtriser, les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire vraiment situer dans quelle opération du processus il est, comprendre ce qui est en amont et ce qui est en aval, pour du coup ajuster son comportement professionnel à cela. D'accord. Alors, vous parlez particulièrement, je dirais, des adultes en formation dans l'industrie, et je crois savoir, vous avez une grosse activité de formation dans les CFA, donc les centres de formation d'apprentis, comme industriels. Et de ce point de vue-là, comment vous caractérisez les évolutions? Alors, finalement, les choses sont plutôt simples, mais je pense que les solutions sont un peu plus complexes. Oui.
Elles sont simples dans la mesure où on a bien identifié les besoins. Nous sommes globalement sur une élévation très forte des niveaux de qualification. Enfin, forte. Donc là-dedans, tout le monde est d'accord sur le Bac plateau pro, là-dessus. BTS, ingénieur, pour faire, comme je l'ai dit tout à l'heure, des techniciens supérieurs. Oui. Or, en face, qu'y a-t-il pour venir? Quels sont les jeunes qui peuvent venir chez nous? Qu'est-ce que l'on constate? La France forme plutôt d'excellents ingénieurs. Il va falloir en former encore beaucoup plus. On reviendra sur ce sujet-là, oui. En revanche, sur les plus bas niveaux, on voit notamment que les filières techniques technologiques se vident dans les lycées. Et donc, ce qui nous intéresse surtout, c'est d'arriver à parler à tous ces jeunes qui partent actuellement sur des formations générales. Beaucoup, malheureusement, on se retrouve avec un baccalauréat et après avoir passé 1, 2, 3 années parfois dans le supérieur sans diplôme et parfois à l'NPE. Et on se dit que tout ce vivier de jeunes nous intéresse parce que nous avons des emplois à leur proposer. Ce qui est un peu plus complexe, et ce que fait la métallurgie, c'est de développer des partenariats, tant avec l'éducation nationale que l'université, parce que ce sont des jeunes plutôt bien formés avec une assez bonne base générale, généralement un baccalauréat, et par des passerelles, on peut les amener à une qualification, et donc à l'emploi. Oui. Et vous croyez que vous allez réussir à entraîner des jeunes gens qui ont passé un bac général dans ces filières technologiques? Mais écoutez, c'est le pari que l'on fait, parce qu'on ne peut pas à la fois dire les entreprises délocalisent, mais si à l'entrée les jeunes ne viennent pas, ça devient un petit peu compliqué. Enfin là, je parle sous le contrôle de monsieur qui connaît certainement mieux le sujet que moi. Donc ce qui nous intéresse, bien sûr, c'est de capter un maximum d'intelligence et d'intelligence diversifiée, les déductifs, les inductifs, etc. Et donc nous avons, depuis des années, nous conduisons une opération qui s'appelle Bravo l'industrie, qui est une opération que nous menons de pair avec les collèges, avec les lycées, de plus en plus maintenant avec les universités, de façon à parler de l'industrie, à présenter le visage de l'industrie, de la métallurgie française tel qu'il est aujourd'hui, d'essayer de faire bouger les représentations qui parfois sont un petit peu anciennes, en tout cas de donner une vision up-to-date, en tout cas la plus attractive, mais la plus réelle possible de nos métiers. Très bien, alors ça tombe très bien parce que on a justement interviewé une série de jeunes sur leur représentation, des jeunes enseignants et parents sur leur représentation de l'industrie. Ça a de l'avenir, mais ça m'intéresse pas plus que ça, quoi. On associe souvent industrie à travail à la chaîne, donc voilà. L'industrie, c'est les usines. En bac professionnel, on a beaucoup de stages, donc j'ai fait des stages. Et selon les différents stages dans les filières que j'ai faites, j'ai vu ce qui me prenait le mieux, quoi. Jusqu'au collège, en fait, ils n'ont aucune idée de ce qu'est l'industrie, même en seconde. Et ils ont une idée de ce qu'est l'industrie à partir du moment où ils font des stages, où ils vont voir ce qui se passe dans les entreprises. Et où ils se rendent compte que la vision des temps modernes, elle a changé. C'est des métiers comme les autres. Il faut vraiment aimer ce métier pour le faire, quoi. Faut pas y aller si on ne va pas faire ça plus tard. J'aime bien parce que ça change en fait de voir des femmes dans ce métier-là, dans la mécanique. Ah oui, il y a du travail, oui. Enfin, c'est ce que les profs nous disent. Après, on ne sait pas, on verra bien. Je sais qu'il y a de l'emploi, donc voilà. Ils viennent chez nous, déjà parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir trouver un travail qui sera correctement payé, parce que les formations qu'on propose, elles répondent à des besoins, et ils savent aussi qu'ils pourront continuer leurs études. S'ils veulent, ils savent qu'ils pourront faire, moi pour mes élèves, un bac plus 3, ou éventuellement aller vers des poursuites dans une école d'ingénieur. Par rapport à mes résultats, j'ai pas trop le choix. Donc je me suis retrouvé là, on va dire. Voilà pourquoi. On nous dit pas qu'il y a beaucoup de métiers qui sont dans l'industrie, qui sont libres et ils nous le disent pas, ça. Et en plus ça rapporte. Mais ils nous le disent pas. Je pense qu'ils n'ont pas toutes les clés pour choisir les filières technologiques professionnelles, et trop souvent ces voies-là sont considérées par une grande partie du système éducatif comme des voies d'échec, où on envoie les élèves qui sont en situation d'échec, y compris les parents. Moi, je voulais être ingénieur, mais bon, vu les résultats, ça va pas le faire. Maintenant, avec toutes les délocalisations, toutes les entreprises partent dans les pays où les ouvriers demandent moins d'argent, quoi. Moi, le métier, ce que j'apprends, je sais que c'est pas, ce que je fais, c'est pas des machines qui pourront le faire demain. Donc on a besoin des gens comme nous. L'industrie pour moi en 2006 représente un peu le futur, puisque il y a beaucoup de nouvelles technologies et devenir ingénieur me permettrait de participer à l'évolution de ces nouvelles technologies.
On arrive dans une période où il y a beaucoup de départs en retraite et il y a un besoin à ce niveau-là qui fait que oui, il y a des recrutements. Mais je pense que c'est pas lié à une véritable croissance, mais plutôt lié à un contexte qui est celui qu'il est. Même s'il y a beaucoup de délocalisation, il y a encore beaucoup d'industries qui restent en France et je pense que c'est un secteur en extension. Si on met l'accent sur vraiment le côté recherche et technologie de pointe, je pense qu'on peut avoir un bel avenir. Ouais. Très bien. Sylvain Augère, là on vous a un peu pris au mot. Est-ce que les jeunes ont bien les clés pour choisir les filières technologiques et est-ce que ça n'est pas, comme certains le disent, encore une filière de l'échec? Effectivement, si on vous provoque, hein, mais si on va vers l'industrie avec cette vision, effectivement, on risque mais c'est la vision des jeunes, de ne pas aller très loin. On les a pris un petit peu au hasard. Je crois que dans ces affaires, il faut être tout à fait pragmatique. Et donc, c'est effectivement, ce constat. C'est la vox populi. On le voit, on l'entend, on nous le dit. Donc, qu'est-ce que nous faisons? Ce que nous faisons, c'est que nous faisons d'abord réfléchir les jeunes sur leur devenir. Ouais. Parce qu'effectivement, quand on ne fait pas, on ne peut pas bâtir son avenir, on ne peut pas bâtir ni sa vie professionnelle ni personnelle sur un échec ou sur du renoncement. Ça nous paraît pas raisonnable et pas constructif. Et donc nous nous proposons aux jeunes qui vont rentrer, pourquoi pas en apprentissage dans nos centres de formation, de travailler sur eux-mêmes, d'avoir une réflexion sur eux-mêmes à partir d'une méthode canadienne, c'est l'éducation au choix professionnel, où on les fait réfléchir, on les outille pour réfléchir. Et vous avez même fait un site là-dessus, de questionnement. Quelles sont leurs valeurs, qu'est-ce qui les motive, de façon, à partir de là, d'essayer de construire quelque chose. Et donc, pendant la durée d'un contrat d'apprentissage, ces jeunes sont suivis. Et c'est un peu le pari qu'on fait ensemble, une sorte de contrat, le mot est un peu exagéré, mais contrat moral, où on leur dit, faites ce bout de chemin avec nous, au bout de 2 ans, vous aurez, on l'espère, un diplôme et un métier, mais surtout, vous saurez pourquoi vous êtes dans l'industrie. Ou si vous décidez de ne pas y rester, vous saurez aussi pourquoi vous n'y restez pas. Et on pense qu'on fait un travail tout à fait constructif en termes de choix. Je comprends bien, d'autant que dans les sujets qu'on a vus, on voit bien que les deux jeunes ingénieurs, le garçon et la fille, qui sont en formation alternée, donc qui ont une connaissance concrète de l'entreprise, sont plus réalistes que les jeunes gens qui tiennent des propos un peu plus catégoriques. Mais Frédéric Touboul, vous vouliez réagir? Oui, tout à fait. C'est un peu ce que disait mon voisin, justement, c'est travailler sur la représentation qu'ont les gens de ce secteur. Comme on le disait tout à l'heure, quand on présente l'industrie, c'est plutôt quelque chose d'assez traditionnel. L'une des interventions était de parler justement de la vision des temps modernes, etc. Ça n'est plus ça l'industrie d'aujourd'hui. Les secteurs de l'industrie qui se portent le mieux aujourd'hui sont ceux qui ont la plus forte valeur ajoutée. Ça, c'est aussi important de le dire. Les industries françaises, dans leur ensemble, se portent plutôt bien. Y compris dans la compétitivité internationale. Ensuite, on reviendra sur les problèmes de délocalisation, etc. Évidemment. Ce sera le dernier sujet. Oui. Mais si vous voulez, ce qui est important, effectivement, c'est de dire que l'industrie, ça n'est pas que la forge, comme je le disais tout à l'heure. C'est d'autres métiers, c'est ingénieur, mais c'est technicien également. Et ensuite, quand même, c'est un secteur où les conventions collectives permettent d'avoir des passerelles dans sa propre carrière professionnelle. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être toute sa vie fraiseur, etc. On peut, mais si quelqu'un veut évoluer, il peut évoluer. Et il n'y a pas beaucoup de secteurs comme cela où on permet aux gens d'évoluer professionnellement. Oui. Alors pour évoluer, il faut de la formation continue. Comment ça se passe à l'AFPA du point de vue de ces formations par rapport à ces représentations qui sont quand même assez caricaturales de la part des jeunes gens? Alors c'est vrai que comme vous le disiez, je veux dire, les métiers de l'industrie souffrent d'un vrai problème de représentation auprès des jeunes, mais pas qu'auprès des jeunes. Oui, on a vu le rôle des parents. Également auprès des adultes. Voire des enseignants. Oui, les parents, les enseignants, puis voire même des prescripteurs qui peuvent, un conseiller qui entend systématiquement parler de l'industrie pour dire que telle entreprise ou telle usine ferme ses portes dans les médias, à un moment, quand il voit un jeune ou un adulte, il n'a pas forcément envie de donner le conseil d'aller vers le secteur. Donc ça, je crois que il y a vraiment un travail collectif de tous les acteurs
non seulement de la formation, mais aussi de l'orientation professionnelle pour permettre effectivement aux jeunes et aux adultes de découvrir. Donc nous, évidemment, à l'AFPA, on a effectivement des actions qui concourent à la consolidation des projets professionnels en direction de l'industrie. On a historiquement conduit des actions de reconversion d'un secteur industriel à l'autre, d'autres secteurs vers l'industrie, puisque il y a 15 ans ou 20 ans, c'était le bâtiment qui souffrait. Donc à ce moment-là, il a fallu reconvertir. Bon, là, on voit que, et je trouve que c'est assez intéressant de parler du bâtiment à titre de comparaison de ce qui pourrait être fait au niveau de l'image qu'on peut donner aujourd'hui des métiers de l'industrie. Enfin, je pense qu'il y avait vraiment, au-delà de l'industrie, un secteur qui avait une connotation sur la pénibilité dans le public, c'était bien quand même celui du bâtiment. Bon, je crois qu'aujourd'hui, nos collègues du bâtiment, ils ont réussi à donner une belle image de leur secteur. Et nous, dans l'industrie, je pense qu'il faut qu'on fasse alliance collectivement, les pouvoirs publics, les entreprises, les partenaires sociaux, pour porter ce message vraiment fort de dire, voilà, ce que vous avez dit, dans l'industrie, on peut avoir une belle évolution professionnelle. Nous, on constate que les emplois sont durables, c'est-à-dire des jeunes ou des adultes qui acquièrent une qualification professionnelle dans un métier de l'industrie, ils ont vraiment une pérennité dans le temps. Il y a pas du tout de turnover et de sortie de métier quand on a une réelle qualification dans l'industrie. Et ça, c'est vrai dans tous les secteurs professionnels. Là, on a beaucoup parlé de la métallurgie depuis tout à l'heure, mais c'est vrai aussi en chimie. Moi, je vais vous citer une anecdote pour illustrer ça. Avant de diriger le département industrie, j'étais dans un centre de formation où il y avait beaucoup de tertiaires et un peu d'industrie. Et à l'époque, on formait des assistantes de direction, bilingues, niveau 3 de qualification, et des conducteurs d'appareils de l'industrie chimique. Premier niveau de qualification en chimie. Eh bien, en sortie de formation, les conducteurs des conducteurs d'appareils de l'industrie chimique se plaçaient à des niveaux de salaire supérieurs aux assistantes de direction bilingues en niveau 3. Donc, je crois qu'il y a aussi ça qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que il y a de l'attractivité, il y a de la durabilité, et dans un certain nombre de cas, il y a des conditions salariales du fait des conventions collectives, du fait de l'effort des entreprises, qui sont parfois supérieures à ce qu'on peut trouver dans d'autres secteurs professionnels. Georges Fontaine, vous êtes un employeur. Il y a un déficit, vous avez du mal à recruter. Il y a vraiment un déficit d'image que vous ressentez ou... On a un déficit réel dans les métiers dits d'hommes. C'est-à-dire tout ce qui est la mécanique devant des machines. Ça, c'est évident. Côté, on va dire, qualité, côté suivi logistique, beaucoup moins. D'accord. Voilà. Bon. Mais je voudrais simplement revenir aussi sur cette image des jeunes. C'est dramatique. Il faut absolument que, d'une part, les entreprises ouvrent encore plus leurs portes pour faire voir ce qui se passe dans les entreprises. Et il faut que les jeunes, et surtout peut-être leurs parents, n'hésitent pas à rentrer dans les entreprises pour faire voir comment on vit dans une entreprise. Et moi, j'incite tous les jeunes de faire le stage là, en 3e de 3 jours, là où ils font un passage complet, parce que là, ils voient bien que c'est pas le bagne. Oui, justement c'est pas le bagne. Oui, pour revenir là-dessus, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les journées du patrimoine s'ouvrent également aux entreprises et aux industries, enfin, ou plutôt les industries et les entreprises s'ouvrent au moment des journées du patrimoine, ce qui permet à tout un chacun de voir un peu la réalité des choses. Comme le soulignait Madame, je crois qu'il est aussi important de le dire, les conventions collectives, notamment dans les métallurgies, n'ont pas à rougir du tout des autres conventions collectives. On pourrait revenir sur... Et c'est un partenaire social qui le dit, donc on peut vous croire. croire. Mais vous savez, on peut obtenir plus, il n'y a aucun problème. La négociation, c'est ça, c'est pouvoir améliorer le sort de tout le monde. Et je crois que dans ces métiers de l'industrie, il y a aussi beaucoup à faire sur D'accord. Sylvain Auger, vous vouliez rebondir. Oui, je souscris tout à fait à ce que disait Madame Sartorio. Et il y a des passerelles évidentes entre les grandes industries. Quelqu'un qui perd son emploi, qui est technicien de maintenance dans le textile ou qui est conducteur de ligne dans l'agroalimentaire, il est évident que par un peu de VAE, de validation des acquis d'expérience, un peu de formation professionnelle personnalisée, individualisée, il n'a aucun problème pour retrouver, parce que ses savoir-faire sont peu ou prou les mêmes, c'est le même cœur de métier. Ce que je voulais dire aussi, c'est que
La formation professionnelle en France est en train de faire des efforts gigantesques et ça ne se sait pas. Peut-être qu'on ne sait pas bien communiquer les uns et les autres, mais il y a un travail fabuleux qui est fait pour justement permettre à des jeunes d'origine, d'horizon, de formation, de culture, de sexe complètement différents de venir retrouver, d'avoir une solution pour eux. Notamment la métallurgie, et grâce aussi avec l'appui des partenaires sociaux, a su développer des dispositifs de formation technique totalement individualisés qui permettent des parcours adaptés à chaque personne, des parcours différenciés avec des évaluations. Et donc on a finalement introduit une sorte de service à la personne dans un processus de formation parfaitement traçable et organisé, avec un recours très fort aux nouvelles technologies, de l'information, et je pense que les jeunes sont particulièrement sensibles à ce type de pédagogie qui sont Donc tout je crois à fait qu'il y a adaptées. encore un effort à faire pour les convaincre, et je trouve que effectivement le parallèle avec le secteur du bâtiment qui a su le faire ouvre la voie dans ce domaine. Alors pour avancer, on va écouter Dominique de Caland nous parler du dernier thème de notre émission, qui est la place de l'industrie, notamment en France, dans les délocalisations et la mondialisation. La délocalisation, ça ne veut strictement rien dire. Hein, on prend pas nos usines, on ne les déplace pas. Peut-être 1 pour 1000. Hein. En revanche, comme nos technologies changent très très rapidement, il faut bien réfléchir où est-ce que je vais investir demain. Car c'est ça qui a donc des conséquences sur l'emploi. C'est pas la délocalisation, le transport de l'outil, c'est est-ce que je le renouvelle ou est-ce que je vais investir ailleurs. Et là, 2 remarques. Premièrement, pour qu'on continue à investir en France, il faut que la France soit attractive. Or, la France a 3 choses très importantes qui ne conviennent pas à l'industrie. Une fiscalité défavorable, 6 points de plus que le reste de l'Europe. Je ne parle même pas des pays mais que le reste de l'Europe. Deuxièmement, une absence de flexibilité sur le marché du travail. Or, quand on perd une commande, y compris une commande mondiale, qu'est-ce qu'on fait? Et, 3e élément, une main-d'œuvre disponible. Et donc qualifiante. Or, pour ça, le lien école-entreprise est insuffisant dans notre pays. Qu'est-ce que je constate? Une grande usine de composants électroniques s'est installée dans la région de Grenoble. Pourquoi? Les coûts sont pas moins chers à Grenoble qu'à Rennes. Mais à Grenoble, il y a une tradition de plus de 15 ans de coopération entre les laboratoires de recherche, l'université et le monde industriel. L'industriel, il va là. Il va dans un environnement de recherche, un environnement de partenariat école-entreprise favorable. Donc là, l'État, la collectivité, nous Français, on a ces très grosses affaires. Fiscalité, flexibilité, avec en échange toute la formation qu'on met en place, et ce rapprochement école-entreprise pour le développement et l'innovation. Deuxième réponse. Avec 60 millions de personnes, nos 30 000 ingénieurs au mieux, on ne fera pas la guerre contre les autres. D'où nous sommes très favorables à cet élargissement de l'Europe, qui malheureusement a pris un peu de retard. Mais cet élargissement industriel, il doit être fait. Et j'attire l'attention que pour nous, investir dans cette Europe élargie, c'est pas de la délocalisation. Aller de Brest à Marseille, ou de Brest à Madrid, ou de Brest en Pologne ou en Hongrie, c'est un passage obligé, nécessaire à ce nouveau marché domestique qui est l'Europe élargie. Et là, je voudrais à nouveau attirer votre attention si on est capable de faire cette Europe élargie. En y associant les 3 pays du Maghreb qui ont une vieille tradition de relations industrielles avec nous. À ce moment-là, on arrive à près de 500 millions d'habitants. On arrive à 20% de la richesse mondiale. Vous ne croyez pas qu'on aurait de quoi réfléchir en compétition de façon un peu plus sérieuse avec ces gens qui nous font peur, dont on parle en permanence, qui forment beaucoup plus d'ingénieurs que nous, mais si on travaille ensemble, qu'on n'a pas cette frilosité du mouvement, du changement, et parfois aussi c'est vrai de la mobilité. On est quelquefois un peu trop attaché à nos territoires. Georges Fontaine, on est sur un terrain un peu plus politique. Mais vous qui avez cette expérience, et je crois d'ailleurs venez d'ouvrir un bureau à Shanghai, qu'est-ce que vous pouvez dire, je dirais, aux jeunes, aux adultes qui veulent ou qui se posent des questions sur leur orientation, parce que cette question de délocalisation, de mondialisation, elle pèse lourd quand même dans le débat. Alors déjà, je voudrais simplement faire une petite mise au point sur le mot délocalisation. Oui.
on mélange deux choses. Oui. On mélange l'entreprise qui prend ses machines et qui va faire fabriquer quelque part. Donc 2 Calandis et 1 pour 1000. Voilà, pour gagner plus d'argent. M. Touboul n'a pas l'air d'accord sur le 1 pour 1000. Je ne citerai pas de nom, mais en général, c'est plutôt des grands groupes multinationaux. Ouais. Et pas des petits entrepreneurs comme vous. Et en aucun cas des petits entrepreneurs. Et puis les implantations à l'étranger. Oui. Et ça, c'est totalement différent. Ce que essaye d'indiquer De Caland. Voilà, ce qu'il essaye d'indiquer, et ce que je confirme, et en Rhône-Alpes, je suis bien placé pour le savoir, nous avons fait un effort énorme d'implantation aujourd'hui en Chine. Parce que c'est aujourd'hui la Chine qui est devenue l'usine du monde. Ça nous a permis, d'une part, de prendre des marchés dans les pays que l'on dit low cost. J'ai horreur de ce mot, mais ma foi, c'est celui qu'on utilise. Bon. Comment voulez-vous aller vendre au Brésil? À bas prix. Avec bas prix. Comment voulez-vous aller vendre au Brésil, où la monnaie est très basse, si vous fabriquez en Europe et principalement en Rhône-Alpes? C'est impossible. Si vous avez une implantation dans ces pays, vous pouvez aller vendre dans ces pays-là. Ça, c'est la première des choses. Et ça, c'est pas de la délocalisation, c'est de l'investissement pratiquement dans la. Voilà. Mais on a tendance à dire délocalisation. Ouais. Le deuxième point. Donc on mélange tout. On mélange tout. Le deuxième point qui est important, on délocalise ou on s'implante pour des questions de main-d'œuvre. Oui. Mais aujourd'hui, le produit, on l'a tous dit, c'est pas seulement de la main-d'œuvre. C'est beaucoup l'amont, de matière l'aval, grise, le service. beaucoup de savoir-faire, oui. beaucoup de qualité, beaucoup de prestations. Et toutes ces prestations, on en reste maître. Et je dis toujours, lorsque nous créons une dizaine de postes à notre usine de Dongguan, ça génère immédiatement un poste à Morancé. Mais ce n'est pas un poste d'ouvrier, c'est un poste d'encadrement, c'est un poste de suivi. Et là, il y a des possibilités de croissance importantes. C'est-à-dire que quand on fabrique à Dongguan pour aller vendre au Brésil, ce qu'on n'aurait jamais pensé il y a encore 5 ou 6 ans, on crée des postes en France. Alors que c'est un marché auquel vous n'auriez pas accédé dans tous les cas de figure sinon. Ouais. Par contre, ça nous demande des gens formés, avec un bon niveau. Et puis, au passage, je dirais qu'il faut maintenant qu'on apprenne systématiquement tous 2 ou 3 langues. C'est évident. J'ai l'impression que le syndicaliste CFTC a l'air plus... Oui, on dira réservé. Plus réservé peut-être. Sur les délocalisations, donc on veut bien entendre effectivement les différentes facettes, au moins les 2 facettes des délocalisations. Il est vrai qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de 60 000 pertes d'emplois dans le secteur, l'actualité que l'on peut entendre de ci, de là, effectivement, les délocalisations sont perçues et souvent parfois vécues, et on comprend pourquoi mal par les salariés, c'est le fait que l'entreprise ferme tout simplement pour ouvrir ne serait-ce que dans un nouveau pays entrant. Et en fait, c'est un problème qui est assez complexe, c'est vrai. Il y a le problème de la fiscalité à l'intérieur même de l'Union européenne déjà. Le dumping fiscal, là. Il y a le dumping fiscal. Il y a aussi le dumping monétaire au sein même de l'Union européenne, puisque la Hongrie, que je sache, n'est pas encore dans la zone euro, etc. Et il y a le dumping social, évidemment. Les normes sociales ne sont pas les mêmes. Alors on parle évidemment beaucoup de la Chine, également de la Russie. Là, je crois que notre difficulté à nous, États industrialisés, c'est que nos entreprises sont seules face, en fait, à des économies d'État. Et on le voit bien, par exemple, ce qui se passe avec EADS, puisque, en fait, la Russie est quasiment le seul producteur de titane. Et, eh bien, au nom de cela, justement, la Russie exige d'avoir des parts plus importantes dans le capital de ADS. Donc là-dessus, on est complètement désarmé. C'est vrai que les règles de la mondialisation sont plus complexes qu'il n'y paraît. Voilà, ne favorisent pas les choses. Et cet équilibre de concurrence entre les États. Alors, si je me retourne vers les offreurs de formation, comment faites-vous pour faire face à ces défis dont on voit que tout n'est pas perdu, qu'il y a une augmentation du niveau de qualification, qu'il y a un déficit de communication? C'est des vrais défis, non, pour des offreurs de formation, Chantal Sartorio? Oui, je crois qu'il y a un vrai défi aujourd'hui parce que
tout à l'heure, vous le disiez, Monsieur Fontaine, ou peut-être vous, monsieur, on voit qu'il y a quand même une désaffection globale des filières professionnelles dans la formation initiale professionnelle, hein, c'est-à-dire dans les lycées professionnels notamment. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dispose d'un plateau technique industrie, moi je peux parler de ça au sein de l'AFPA, comme on est en concurrence avec d'autres plateaux techniques, puisque à l'AFPA on est vous faites du bâtiment, vous faites du service. Bon, c'est vrai qu'un patron de centre ou un patron de région aujourd'hui, il est comme dans une entreprise, il regarde les coûts d'investissement, il regarde les coûts de fonctionnement, et il se dit, ma foi, en plus des filières qui sont pas toujours très attractives, quand il y a un choix vous êtes tenté de les fermer. Quand il y a un choix de renouvellement à faire ou demain, quand la compétence va être transférée à une région, quand il y aura un choix politique à faire par rapport à telle ou telle filière, on sait qu'une filière industrielle, une filière de formation industrielle, c'est plus coûteux qu'une filière de formation dans d'autres secteurs professionnels. Donc, ça demande des investissements plus importants. Ça demande des investissements plus importants parce qu'évidemment, si on veut préparer des professionnels, il faut les mettre au plus près des conditions professionnelles d'apprentissage. Donc, on le sait tous, on a des plateaux industrie, ils sont plus coûteux que les plateaux dans d'autres secteurs. Donc, aujourd'hui, il y a un vrai défi pour nous parce qu'il y a une raréfaction des plateaux techniques de formation. On n'a pas en France à quelques entreprises près une tradition de formation professionnelle au sein de l'entreprise. Oui, j'allais vous dire, c'est peut-être une solution de s'appuyer sur les équipements des professionnels. On n'a pas cette tradition-là en France. On a une autre tradition de formation professionnelle. Donc aujourd'hui, il y a une vraie prise en compte à faire. À la fois par les partenaires sociaux, par les pouvoirs publics, et les pouvoirs publics à la fois au niveau national, mais demain au niveau régional, puisque l'ensemble des compétences en matière de formation professionnelle est en train d'être transférées, seront bientôt dans les régions. Donc là, il y a, je pense, un vrai enjeu aujourd'hui de conservation de notre patrimoine de formation professionnelle dans les métiers de l'industrie, parce que si on ferme aujourd'hui, le ticket d'entrée pour réouvrir demain sera très très cher pour la collectivité. Donc je pense que c'est vraiment important cette question. Sylvain Augère, c'est inquiétant quand même ces propos, parce que que fait l'UIMM alors pour stimuler ces investissements en formation, peut-être pour rompre avec cette tradition où c'est peut-être pas indispensable qu'il y ait tous les équipements dans les centres de formation alors qu'on les trouve déjà dans les entreprises. Moi, j'aime toujours être interpellé quand on me dit que fait l'UIMM. Bon, ça prouve que l'UIMM, a priori, sert à quelque chose. Il y a quelques actions sur ces sujets. Je crois qu'on fait le constat que, et monsieur le disait très bien, une entreprise, c'est un organisme vivant. Et je crois qu'il faut absolument jamais l'oublier. Le fruit, les effets de la compétition internationale, notamment, c'est pas comme le nuage de Tchernobyl, ça ne s'arrêtera pas à la frontière. Donc, clair. je crois déjà qu'il faut donner une culture économique beaucoup plus grande à l'ensemble de nos concitoyens, en commençant par les plus jeunes. D'accord. Je vous vois tous hocher du bonnet là-dessus. Il faut améliorer la culture économique citoyenne. Absolument, absolument. Je crois que dans cette affaire, les partenaires sociaux ont été très courageux. Il y a 2 ans, en 2005, quand ils ont décidé de remettre à plat le système de la formation professionnelle pour prendre en compte justement tout l'ensemble de ces questions. Et sans rentrer dans le détail, je crois que globalement, ce que l'on a fait, c'est ils ont su prendre en compte, nous avons su collectivement prendre en compte ces problèmes de flexibilité et en face, les questions de sécurité naturelle que tout un chacun a en lui. C'est vrai qu'on n'a pas trop envie d'être ballotté dans sa vie professionnelle. Et tout l'accord formation qui renouvelle l'ensemble du dispositif, avec la mise en place du DIF, avec la mise en place du passeport formation, il va falloir qu'on s'arrête, bien sûr, avec les systèmes surtout de certification. Et la branche travaille énormément avec l'AFPA et le ministère de l'Industrie pour donner à l'ensemble des salariés des systèmes de certification reconnus, traçables, pour pouvoir évoluer dans le monde industriel. Très bien. Je vous remercie. Je suis désolé, mais on va arrêter on est arrivé à la fin de cette émission. Et je vous remercie de votre participation. À bientôt dans les rendez-vous de la formation.